Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, ça va être un tantinet technique puisque nous allons parler de fabrication de manga. Oui, en effet, ça fait partie du maillon de la chaîne du livre qui vous paraît un peu obscur. Alors, on va tenter d'éclairer tout ça et on va pas se gêner pour parler de tous les sujets qui nous semblent importants, même ceux qui sont un peu techniques justement. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est devenu un élément essentiel, la fabrication. Il y a de plus en plus de coffrets collector, de goodies, il y a aussi des prix, des awards pour récompenser la meilleure fabrication de manga. Mais attention, derrière ce mot, on peut mettre plein de choses, notamment parfois on met la logistique et la distribution un peu au milieu, on sait pas pourquoi. Voir de l'édito. Voir l'édito, exactement, ça vient un peu embrouiller l'esprit des lecteurs. Puis il y a aussi l'augmentation des prix des mangas. L'inflation des matières premières d'une part, et puis toutes ces nouvelles propositions éditoriales à 20, 30, même 50 euros le bouquin. Par conséquent, ça rend les consommateurs encore plus intraitables qu'avec un livre à 6 ou 10 euros évidemment. Robin, toi t'as des préférences de fabrication, genre un type de papier avec qui tu pourrais passer tes nuits? Oh papier, je t'aime. J'ai une petite préférence pour les papiers un peu offset, tu vois, qui sont un peu au toucher, un peu doux, un peu... Premier mot de cette émission, offset, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, je sais pas, j'ai pas les compétences techniques pour vous dire de quoi il s'agit, mais je sais que c'est un papier qui au toucher a un rendu un peu plus texturé, mais tu vois, un peu plus doux que du papier papier brillant ou papier mat ou semi-mat, tu vois, qui sont un peu plus lisses. Je comprends. Ouais. Moi, je suis pas forcément fan de... Je sais pas ce que j'aime comme papier, mais j'ai été choqué par un truc récemment. J'ai été scotché par un problème qu'ont rencontré les éditions Noé Graphics. Je sais pas si t'as vu sur le tome 4 de Veil. Tome qui a justement... tome collector qui a justement eu un prix pour sa fabrication. Et en fait, ils ont eu des gros problèmes et le coffret a été livré incomplet en magasin. Ce qui fait que certains magasins ont commencé à le mettre en rayon ou à le vendre, mais pas complet. Et pas blisté et ni rien pour un coffret collector. Mais il manquait carrément des éléments dedans. Il manque carrément des éléments dedans, donc c'est un truc de malade. Enfin bref, voilà, la fabrication de manga est en question et c'est dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... La 5ème de couve, c'est le seul podcast où tous ensemble nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas et leur fabrication. Salut Robin, j'espère que tu t'es pas plié en 4 pour être là. T'as vu? Non, ça va. Je suis content, je me suis dit, est-ce qu'il va comprendre ma blague? J'avais un peu de route, mais ça va, c'est m'en suis sorti. Pour parler de fabrication de manga, nous avons fait appel à un spécialiste, puisque c'est son métier de fabriquer des mangas. Nicolas Ponce, tu es chef de fabrication pour le premier groupe d'édition en France, Hachette, dans lequel on trouve notamment les éditions Pika ou Nobi Nobi, dont tu as la charge. On dit Pont ou Ponce? On dit Ponce. Bonjour à vous, je suis très content d'être ici avec vous. Le papier offset, donc, est-ce qu'on a bon là quand on dit c'est un papier un peu texturé? Oui, on a bon. Le papier offset, c'est aussi le papier qu'on utilise dans les photocopieurs, donc on voit tout de suite ce que c'est. Ouais, ok, ça. très bien. Si vous nous découvrez, sachez que nous revenons chaque semaine avec 1 heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga. Parfois nous proposons des émissions exceptionnelles, comme la semaine dernière à l'Olympia. Wow, l'Olympia. À l'occasion de la sortie d'Akane Banashi, parfois il y a aussi de l'analyse thématique comme il y a 2 semaines avec les thrillers ruraux. Ouais, c'est technique. Et aujourd'hui, c'est encore plus technique. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux blog, la 5ème de couve.fr. Dans cette émission, on va donc principalement parler de fabrication de manga, vous l'avez compris, mais aussi d'écologie, de pédagogie et j'espère d'aucune gabegie. Nicolas, après la pandémie, il y a eu cette fameuse célèbre grande bataille de Sekigahara du papier où, dit-on, tous les chefs de fab se retrouvaient dans des arènes enflammées avec un public incroyable et vous vous battiez pour remporter du papier, du carton. Aujourd'hui, il y a aussi l'inflation, la hausse de la demande, les problèmes de renouvellement des forêts pour la pâte à papier en Scandinavie, en Chine ou je ne sais où. Ton métier a l'air ultra technique, ultra galère. Quel est le contexte actuel? Est-ce que ça va mieux? Eh bien, est-ce que c'était oui, ou est-ce que ça a jamais mal allé finalement? Si, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que du coup, il n'y a plus de pénurie de papier.
parce qu'on parle de pénurie de papier, mais il y avait aussi la pénurie des imprimeurs. On était tous à la recherche d'imprimeurs, on était tous à la recherche de papier et de matières premières pour sortir tous nos mangas. Et donc on allait même parfois aller les chercher très très loin, jusqu'en Asie, pour pouvoir faire imprimer des mangas. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. La demande a quand même baissé, on est redevenu à des niveaux, je dirais presque plus normaux. C'est des niveaux qui sont supérieurs à avant la crise, mais quand même c'est un niveau qu'on peut gérer, et tous les acteurs de l'impression et de l'édition sont suffisants pour gérer notre production actuelle, quoi. Donc il y a quand même c'est beaucoup moins complexe, c'est beaucoup plus stable. Je pense que tout le monde vous le dira, hein, ça c'est sûr. Et du coup, il y a des nouveaux imprimeurs qui se sont lancés, des gens qui se sont dit mais moi je fais de l'imprimerie, je vais me lancer dans le manga. Ou c'est pas, ou c'est encore trop complexe? C'est pas que c'est complexe, c'est qu'il faut s'équiper. Donc il faut trouver sa place sur le marché du manga. Et les places sont chères parce que il y a quand même une politique de prix bas qui est assez importante. Donc il faut pouvoir réussir à s'équiper, investir dans des machines. Et ça, tous les imprimeurs ne le peuvent pas. Donc non, il n'y a pas tellement de nouveaux acteurs sur le manga actuellement en Europe. Parce qu'on imprime surtout en Europe ou surtout en France? On imprime surtout en Europe. Et surtout en Italie, j'ai l'impression. Alors ou Italie, dans les pays France de l'Est aussi, ou c'est vraiment partout, on peut même aller en Allemagne si on veut. Non, le manga, on l'imprime aussi en Allemagne, mais en Italie essentiellement pour nous, et en France, oui, beaucoup aussi, ouais. Alors, pour expliquer ce qu'est un chef de fab, c'est toi qui donc as la responsabilité de la fabrication du livre. Donc, oui. En l'occurrence chez Pika, donc, ou chez Nobinobi, des mangas qui sortent de tous. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup de suivi de production. C'est-à-dire qu'on est surtout responsable du suivi de production, parce que il faut qu'on suive tous les lancements, toutes les réimpressions. Donc ça, c'est un travail constant qu'on fait avec les imprimeurs, avec nos imprimeurs. Après, c'est l'avantage du manga, c'est comme c'est des séries, c'est très routinier comme travail. Donc finalement, c'est une sorte de rythme qui s'installe comme ça. Et on peut suivre très facilement les productions. Et en parallèle, tout ce qui est produit collector, qui là, par contre, c'est un autre rythme et c'est un autre challenge, et c'est là où c'est vraiment aussi intéressant. Non, j'allais dire, il y a les produits collectors, il y a aussi, tu parlais de lancement, donc il y a des gros lancements. Qui dit gros lancement dit aussi grosse campagne marketing, promo et tout. Ouais. J'imagine que ça vous sollicite aussi pas mal. Complètement. On a vu arriver pas mal de types de goodies ou de choses vraiment assez démesurées. Oui. On a l'impression qu'il faut aller de plus en plus loin à chaque fois, donc comment ça a un peu eu un impact sur vos métiers La concurrence est vraiment rude là sur le marché du manga. Il y a beaucoup d'éditeurs, donc chacun lance son manga. Et donc le but, c'est de pouvoir faire le plus de mise en place possible. Et donc il y a beaucoup de pression, il y a des opérations PLV. Donc dans ces cas-là, il faut livrer en avance, il faut anticiper. Il va y avoir des goodies peut-être à préparer. Donc tout ça se prévoit très en amont, et donc on fait des plannings monstrueux sur un an où on essaie de tout prévoir pour pas se rater, d'avoir le papier qu'il faut, qui va bien, de prévoir les livraisons chez les PLVistes. Donc tout ça demande beaucoup de marge, beaucoup de travail en amont pour pouvoir sortir le livre qui est parfois accompagné d'un collector en même temps. Donc ça, c'est double challenge aussi, parce que du coup il y a encore plus de choses à gérer. Ouais, parce qu'on est d'accord, votre métier finalement, c'est de trouver des solutions en permanence à des envies, parce qu'on est quand même sur un marché qui est ultra dynamique, où tous les acteurs, et puis surtout quand tu représentes des grosses maisons comme ça, on a envie de faire plein de choses, on a des super séries, on a des univers hyper forts à défendre et tout, et donc on a envie de faire plein de trucs, et vous êtes là pour dire ok. Donc nous on est là pour mais maintenant voyons concrètement ce qui est possible de faire avec Exactement, c'est ce que je dis à tous mes apprentis. Nous on est là pour trouver des solutions. Quand il y a des galères, faut trouver des solutions. La première chose, c'est de trouver des solutions. On s'en fout de savoir qui est responsable. On trouve une solution. Il y a des problèmes. Après, il n'y a pas que des problèmes. On trouve aussi des solutions pour améliorer des produits, pour les rendre plus sympas pour nos fans, pour les fans de manga. Donc on s'attache vraiment à faire les plus beaux produits possibles. Puis il faut que ça rentre dans les clous budgétairement parlant. Ça, c'est un point important aussi de la fabrication, c'est qu'on doit gérer les coûts et pas faire n'importe quoi. Donc, Alors justement, là on a utilisé déjà des termes genre PLViste, il va falloir qu'on l'explique. Oui. T'as parlé d'acheter du papier, ça veut dire que c'est toi, tu vas avec un petit carnet, tu vas dans la forêt et puis tu dis ok, je veux cet arbre et cet arbre. Comment ça se passe
Ah non, mais chez Hachette Livre, Pika Édition, c'est un grand groupe. Donc on a un service papetier, enfin qui s'occupe des papetiers, et c'est eux qui vont. Nous, on va passer commande auprès de ce service, et c'est eux qui sont en contact avec les papetiers, et ils vont commander les tonnages suffisants. Et comme j'ai pu le dire, comme le manga, c'est des séries. C'est assez facile finalement de commander du papier et d'anticiper des commandes de papier, parce que même si finalement le tirage est plus court, comme il y a le volume 2 derrière, le volume 3, le papier on va toujours l'utiliser. Donc c'est pas comme sur des albums ou des one shot où là on va acheter du papier, mais il faut l'utiliser quoi, le papier. Donc l'éditeur achète le papier, chez Hachette vous avez un service qui est responsable de ça, qu'achète en temps réel, que vous avez des entrepôts remplis de papier. Comment ça marche ? Non, tout simplement, le service en question passe des commandes papier et le papier va livrer chez les imprimeurs. Le papier est stocké chez les imprimeurs. Donc en fait, on a des gros stocks de papier chez les imprimeurs. Donc quand on va les voir, c'est impressionnant. C'est des énormes bobines, c'est des énormes palettes de feuilles. Et puis on se balade au milieu de ces énormes, de cette forêt de bobines. Et, Tu sais, j'imagine les acheteurs de papier avec des écrans façon trader, tu sais, avec tous les cours du papier. Non, bon, faut acheter celui-là là maintenant, il est en train de descendre et tout. C'est un peu moins glamour quand même. Non, mais est-ce que je dis ça, je semi-blague entre guillemets, est-ce que ça c'est une donnée qui entre en compte dans vos commandes de papier ? Parce que t'as dit effectivement, le manga c'est très organisé, quoi. On essaye justement de standardiser pour avoir tous les types de papier, mais est-ce que du coup, dans vos choix, il y a effectivement ce papier-là, il est conforme avec ce qu'on attend, et en même temps, là, en ce moment, il est moins cher, tu vois, est-ce que c'est des choses Oui, alors ça, c'est pareil, on a un bureau d'études qui s'occupe des prix, en fait, et des négociations de prix, parce que ces niveaux de volume que nous, on a avec Hachette, c'est-à-dire que nous, on achète du papier, enfin, Hachette achète du papier pour Pika, mais il achète aussi du papier pour toutes les autres maisons d'édition qui utilisent parfois le même papier, donc ça, c'est des volumétries qui sont énormes. Donc c'est eux qui gèrent cette volumétrie, parce qu'au moins de ma petite fenêtre entre guillemets de manga, ça représente quelque chose, mais à côté il y a d'autres éditeurs qui sont énormes aussi, et ils utilisent parfois les mêmes papiers. Donc ça c'est une gestion c'est pas ma partie. Moi je me concentre vraiment sur la gestion de production et sur la qualité des livres, les plannings de livraison et la qualité des papiers. Évidemment, on en a parlé, on reparlera, mais oui, on est attentif à la qualité du papier, d'autant qu'avec les Japonais, nos ayants droit japonais, donc ils sont très exigeants. Ils sont très exigeants, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est ce qui donne aussi le petit challenge, c'est qu'on essaie toujours d'être à leur niveau, quoi. Et donc du coup, vous devez quand même utiliser le même papier toujours pour le même manga, ou finalement on peut ne pas le voir ? Alors c'est vrai que suite à la pandémie, là, quand les ventes ont explosé, qu'on était à la recherche de papier, on a pu faire des écarts, parce que malgré nous, on était obligé de sortir les livres, donc on a pu prendre des papiers un peu différents. Après, on restait toujours dans la même famille quand même. Et maintenant que la situation s'est stabilisée, on utilise toujours le même papier qui est très proche du papier japonais. Après, c'est pas un papier, le manga, c'est pas un beau livre non plus, donc c'est un papier assez standard finalement. Ouais, mais c'est ça qui est marrant, je trouve, c'est que vous, ça vous concerne indirectement, mais c'est que le manga, les gens ont l'air d'oublier que c'est quand même un produit culturel hyper bon marché, hyper populaire. Donc normalement, la fab, entre guillemets, est censée être, je dirais pas accessoire, mais en tout cas, on n'est pas censé y attacher autant d'importance. Et quand tu vois effectivement sur les réseaux sociaux ou autres, des réactions vraiment très très virulentes vis-à-vis de problèmes, d'impression de machin, t'es là. Les gars, vous avez l'air d'oublier que vous achetez des bouquins à 6 €, quoi. Là, on peut pas non plus. Ouais, mais sauf que maintenant, t'as des bouquins à 15 ou 20. Oui, alors ça c'est une autre question, effectivement. Et du coup, ça remet. Oui, non, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, les gens s'emballent, clairement. Les gens s'emballent. Mais surtout, après, pas que sur ça. Pas que sur ça, c'est de manière générale, mais sur le manga, du coup, les gens s'emballent, les gens aiment bien donner leur avis, donc ils donnent leur avis sur la fab, et puis ils vont écouter des podcasts, ils vont se sentir fabricants, ils vont me On est là pour ça, d'ailleurs. Ils vont revenir vers moi pour me faire des remarques sur mon métier, donc non, mais oui, du coup, ils sont attentifs à la qualité, les fans, donc ça, c'est une bonne chose aussi. Ils sont sensibles à l'objet, et dans ce monde très numérique, je trouve que c'est bien que les gens apprécient le papier. Et puis on est toujours attentif à la qualité. Alors c'est vrai que la qualité va se ressentir surtout sur les produits collector. Où là on va mettre un peu les bouchées doubles pour que ce soit sympa. Et pour finir sur le périmètre de ton métier, donc vous chez Hachette en tout cas vous avez un service. C'est vrai que chez les plus petits éditeurs, là il faut être un petit peu plus tout terrain. Et à partir de quand ton métier commence, qu'est-ce qui est de l'édito et qu'est-ce qui devient de la fabrication? À partir de quand tu prends en main le projet?
Eh bien, alors pour ce qui est ça dépend de quel projet on parle, mais tout ce qui est projet collector, dès lors que on a une idée de faire un produit collector, on va me demander des devis. Donc en fait, on va me demander des prix pour réaliser tel ou tel livre avec tel ou tel effet. Donc moi, c'est là où je vais commencer à entrer en action, à demander des devis. Et après, suivant les prix qu'on va avoir, faut trouver des solutions pour que ça rentre dans les clous en termes de budget. Donc trouver des alternatives, trouver d'autres idées, ou alors on va se dire on va peut-être vendre le collector un peu plus cher, mais du coup on va avoir peut-être un goodies plus sympa. Donc il faut trouver le bon équilibre, la bonne balance, et c'est là où c'est intéressant aussi, parce que du coup on cherche des solutions, même au niveau de... Il faut harmoniser la création avec le budget, et ça c'est sympa. Et alors ça c'est... tu vois, tu dis on te demande quand même très en amont de la sortie ce genre de choses, de viser, c'est quand même complètement. C'est quand même très en amont. Est-ce que c'est carrément à l'étape où l'éditeur est carrément en train de négocier la licence et il est déjà en train de réfléchir aux idées qu'il peut avoir pour faire son plan promo, tu vois, son plan de communication qui va accompagner l'offre qu'ils vont faire un éditeur. Est-ce que toi t'es déjà impliqué à ce moment-là, ou c'est quand même genre en gros ils ont envoyé des feux d'artifice aux éditeurs japonais et après ils vont devoir maintenant on a promis ça, donc il va falloir que tu nous trouves des solutions là-dessus. Quand on promet quelque chose aux japonais, il faut s'y tenir. on peut pas leur mentir. Si on leur dit attention, nous cette licence, on va faire un super lancement, il y aura des opérations avec des mises en rayon incroyables et des goodies, non, il faut le faire. Donc après moi à ce moment-là, je suis pas encore dans la partie. On va développer le prix et le produit avec les éditeurs, et à ce moment-là on va faire une offre aux japonais en leur disant voilà, nous on voudrait acheter acheter cette licence et faire ce produit avec tel prix. Donc là il y a des négociations, c'est plus du tout ma partie, là c'est vraiment la partie directeur éditorial, et donc c'est pas ma partie. Moi je suis pas lié à ça. Okay. Et les différentes équipes édito te demandent des choses un peu folles ou ça va encore, ça va, ils sont raisonnables? Avec mon expérience, j'ai eu un peu de tout, ouais. Mais ouais, c'est clair qu'ils demandent parfois des trucs un peu fous qu'on fait pas toujours d'ailleurs. Oui, des trucs folles, oui, ils me veulent toujours des produits qui ont de l'odeur, ou des produits qui font de la musique, des trucs comme ça. Je dis, moi, je suis fabricant de livres à la base, hein. Moi je vais pas vous faire des instruments de musique là. Puis surtout après ça crée une jurisprudence, dès que tu leur fais un truc un peu trop hors norme, après ils disent ah mais c'est bon, la dernière fois t'as réussi à nous faire ça, donc tu peux peut-être faire encore plus... Oui, le monde du goodies et du collector, c'est un monde à part, parce que c'est des produits qui sont faits en Chine, on le cache pas, et du coup c'est de l'import avec les normes européennes à respecter. C'est presque un métier à part en fait, à part entière. Et c'est assez récent malgré tout par rapport à ta carrière, parce que toi tu as travaillé chez Pika d'abord, oui. avant même que Pika fasse partie du groupe Hachette. Complètement. Donc tu as vu toute l'évolution de tout ce marché, avec des collecteurs qui n'existaient pas avant. Non, c'est vrai que des goodies qui n'existaient pas autant. On lançait 1 ou 2 collectors par an, et puis là il y a une vraie demande des fans d'acheter des produits un peu tirage limité, de qualité. Donc c'est vrai que tous les éditeurs de manga s'engouffrent là-dedans en fait, et donc il y a une sorte de surenchère. Mais au départ, c'est vrai que moi, le premier collector que j'ai fait, c'était un coffret Fairy Tail. Tome 19 ? Ouais, c'était tout le premier, mais il était super. Moi, je sais, je l'ai acheté. Il était top, ce coffret. Quand je le regarde, je me dis toujours, mais il est bien fait. Il est bien fait, un peu grand par rapport à la taille du manga. Ah, ça commence. Voilà. Les critiques, voilà. Ça y est, t'es pas prêt, mais... Ouais, voilà. Mais bon, je l'ai acheté, hein. J'étais ravi de l'avoir. Non, il était bien, ouais. Et depuis, nous, donc là, c'est vrai que la demande a explosé, avec plus en plus de choses complexes à voir dedans. Donc, ça pimente un peu le métier, ça fait des super challenges. Mais bon, quand on arrive à les sortir, c'est vrai que c'est vraiment satisfaisant, quoi. Pour travailler avec l'Asie, vous bossez avec des agents ou vous êtes en direct avec les usines Alors en général plutôt avec des agents, ça arrive aussi avec des usines en direct, mais ça dépend vraiment des produits, parce que eux, les agents, ils connaissent les usines qui vont faire tel ou tel produit dans telle ou telle condition, c'est eux qu'on les contacte, on peut pas tout faire. Donc c'est mieux de passer par des agents et travailler en confiance avec ces gens-là. Nous, ils savent que chez Pika, on veut de la qualité, on veut vraiment mettre en avant la qualité pour avoir des produits... Voilà, on pense vraiment à tous les détails au maximum. Donc,
Et est-ce que vous passez des tips entre chefs de fab de différentes maisons? Genre, vous avez vu un super produit chez je sais pas quel éditeur concurrent et vous n'avez pas forcément l'idée de faire le même, mais en tout cas, vous appelez un peu un confrère pour dire j'ai vu que tu avais fait ça, est-ce que tu peux me dépanner? Ou est-ce que vous gardez, c'est comme les bons coins champignons, vous gardez vos... ça, ce serait le monde merveilleux, mais en fait, non, on n'est pas en contact avec les différents chefs de fab, dans le milieu du manga en tout cas. Ouais. Mais moi, l'avantage, c'est que chez Hachette, je suis en contact avec plein d'autres chefs de fabrication, d'autres maisons d'édition. C'est l'avantage des groupes aussi pour exactement. C'est vrai que là, on a une synergie incroyable. Moi, je travaille avec Hachette Pratique, avec Marabout. Et c'est ça, avec Marabout qui fait des coffrets non-stop à chaque Noël. On en a 28 minimum. Bien sûr, ils font des livres extraordinaires. Par rapport au manga, ils font des livres extraordinaires. Donc, ils ont plein d'expertise à m'apporter. Donc, bien sûr que c'est génial de pouvoir échanger. Et puis, en plus, c'est très sympa d'avoir plein de collègues. J'adore apprendre. J'apprends toujours. Dans ce métier, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et j'en apprends tous les jours. Sinon, je serais pas là. Franchement, on s'ennuie pas. Pour revenir sur le travail avec l'Asie, moi, alors c'était sur les usines qui font de la figurine, mais j'avais eu des échos sur le fait que au moment où tu fais ton deal, où tu te mets d'accord sur les grandes lignes, l'accord tenait au moment où tu le faisais, mais qu'il ne tenait pas jusqu'à la fin. Ah oui. C'est vrai ce genre de choses que l'accord peut changer avec ces usines en Asie? Alors à ce point-là, je sais pas, mais en tout cas sur les transports, oui, clairement, ils te le mettent, l'option. Attention, le coût du transport peut bouger, donc ils se réservent un peu de marge, parce que bon, mais c'est vrai que c'est des choses qu'ils maîtrisent pas. Et c'est vrai que le coût du transport, c'est indépendant. Après, à ce niveau-là, non, j'ai jamais connu, heureusement. Et donc, tu travailles sur des plannings à 1 an, 2 ans. Tu sais déjà, c'est-à-dire que nous, on n'a aucune idée des mangas qui vont sortir en juin prochain chez Pika. Mais toi, tu as déjà ceux de Noël de l'année prochaine? Oui, ouais, tout à fait. On travaille à au moins 1 an. Parce qu'on est travaillé bien sûr, sur 2024-2025. On est obligé parce qu'avec l'Asie, c'est tellement loin. Puis le temps de développement peut être très très long. Donc... il faut qu'on s'organise, donc parfois c'est un peu compliqué parce que les éditeurs se rendent pas compte que c'est loin la Chine et que ça se fait pas comme ça. Donc du coup on est parfois un peu en mode speed et rush total pour pouvoir sortir les livres et les produits dans les temps, quoi. C'est un peu compliqué. Et alors comment tu choisis un papier? Est-ce que c'est l'éditeur qui te met au défi de trouver telle et telle chose? Ou est-ce que c'est toi qui fais des propositions? Est-ce que toutes les solutions, il n'y a pas de règles? Comment on se retrouve avec tel papier pour tel bouquin? En fait, l'idée de départ, c'est surtout l'éditeur ou même le produit japonais. L'éditeur va me dire moi je voudrais plutôt le même papier que ce produit japonais. Alors en Europe, on n'a absolument pas les papiers japonais, donc il faut essayer de trouver un papier qui se rapproche le plus. Ou alors ça va être une idée. Là, je voudrais faire un livre avec une texture un papier un peu textile. Donc dans ce cas-là, moi je dis je peux proposer un papier. Mais l'idée, elle vient de l'éditeur, en fait, au général, qui a une idée. Et donc, nous, on va essayer de l'orienter vers ce qui est le plus économique et ce qui est le plus dans son idée. Donc, parfois, les produits peuvent évoluer. Donc, on fait vraiment partie intégrante du développement des produits. Et ça, c'est sympa, ce travail d'équipe, moi, je trouve. Après, on va dire, c'est principalement pour ce qui est du hors standard. Non, vous avez quand même globalement, j'imagine, surtout, encore une fois, le manga, c'est un produit standardisé, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a une règle, je sais pas, 80% de la production, c'est du truc standard avec des formats et des papiers qui changent pas tellement. C'est juste qu'on a une nouvelle série, on va le faire rentrer dans tel ou tel standard. Vous pouvez en avoir peut-être plusieurs, j'en sais rien, tu vois. Et 20% de la prod qui serait, je sais pas, du hors standard, où là, vraiment, on peut faire ce qu'on veut et on peut carrément aller chercher des trucs. Bon, en fait, tout ce qui est manga, comme tu disais très justement, ça reste un livre, entre guillemets, de consommation. Donc c'est un papier qui sera toujours standard, qui sera au plus proche du livre japonais. Et après, le choix des papiers, c'est plus sur les beaux livres, qu'on va faire sortir des beaux livres un peu exceptionnels, ou sur les produits collector, où là, on se fait plaisir. Mais donc, comme tu dis, donc en gros, ça représente 90% de nos papiers, c'est un papier standard, parce que la production est standard. Ouais, bien sûr. Si tu regardes les livres japonais, il n'y a pas de secret, ils sont pareils. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont, les papiers japonais? Pourquoi on les a pas? Je veux dire, on peut les mettre dans un bateau et les faire venir. C'est quoi le problème? On peut en faire moins loin, tu vois, ça fait moins de bilan carbone déjà. Oui, non, mais je veux dire, c'est quoi ce truc les Japonais ont des imprimeries et du papier de meilleure qualité? Non, c'est ça. On peut pas acheter leurs machines et les faire venir en France? C'est fou. Le Japon, c'est vraiment un monde à part, parce qu'en effet, ils ont leurs propres imprimeries, ils ont leurs propres papiers, ils ont leurs propres références d'encre. Des encres, ouais, c'est ça. Donc, qu'on peut avoir ici.
mais c'est pas les encres qu'on utilise. Nous, on utilise plutôt les encres Pantone, par exemple. Ce sont des encres américaines, mais eux, ils vont plutôt utiliser des références japonaises. Et même, à tel point, pour te dire, c'est que parfois, on a envie de faire un produit, on veut répliquer un produit japonais pour le marché français. On passe par une usine en Chine. Et moi, je passe par une usine en Chine qui a également des imprimeries au Japon. Et ils m'ont dit, mais je dis, on pourrait peut-être imprimer ce livre au Japon, dans votre usine qui est dans le groupe au Japon. Et ils disent, mais non, l'usine au Japon, c'est pour la production japonaise. Vous, ça sera fait en Chine. Et on peut pas. Non, on peut pas. C'est vraiment comme ça. Donc c'est hyper fermé. On le sait, le Japon, c'est un pays vraiment à part pour ça. Ouais, mais je me souviens, on avait reçu Benoît Huot, éditeur Glénat, pour parler des Perfect Akira, qui avait représenté un sacré défi aussi en termes de fab. Parce que notamment, les jaquettes sont la plupart imprimées en ton direct, quoi. C'est des encres du coup qui sont des couleurs, des références, comme tu disais, japonaises. Et vraiment, il nous avait expliqué que le nombre d'allers-retours qu'il y avait eu en essayant de trouver le Pantone équivalent ou l'encre équivalente avec les normes européennes. On arrive à des extrêmes incroyables. C'est ça. C'est que les Japonais veulent la couleur, leur couleur à eux, mais on a beau leur expliquer. Mais attendez, nous, on n'a pas avec vos imprimeries, on n'a pas vos encres. Mais ils veulent pas le savoir. T'avais eu un gros défi sur Cardcaptor Sakura, la nouvelle édition, non ? Oui, à ce niveau-là. Pareil, il faut envoyer des épreuves couleurs, donc des échantillons couleurs aux Japonais pour leur dire regardez, ça sera comme ça. Mais sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur, c'est culturel en fait. On voit pas tous les couleurs de la même manière, et même entre nous en Europe, on voit pas les couleurs de la même manière. Donc entre le Japon et l'Europe, eux ils voient des trucs que nous on voit pas. Je dis mais là c'est plus bleu, là c'est plus rouge. Je dis mais non, mais arrêtez, c'est pareil. Donc c'est un dialogue de fou, et pourtant faut donner satisfaction du coup aux ayants droit, à nos ayants droit japonais. Et on y arrive. Et avec en plus des délais des fois de réponse qui sont avec des délais de réponse compliqués. Et puis parfois des auteurs et des autrices qui ont leur mot à dire en plus. Complètement. Et moi ce qui me tue, c'est qu'après je vais en Espagne, je vais en Italie, j'achète les mangas les mêmes. Je dis mais attendez, mais c'est quoi cette fab? C'est quoi cette qualité? Alors, avec nous ils nous cassent les pieds, mais alors, quand je vois ce produit là, je me dis dis donc, en fait on a de la marge. Et même aux États-Unis il n'y a même pas de jaquette. En Allemagne il n'y a pas de jaquette. En Angleterre, avec les Français, ils sont super exigeants. Mais c'est bien. Mais quelque part, c'est une exception culturelle aussi. Peut-être. Non, mais quelque part, c'est bien parce que ça nous oblige à être exigeants. Parce que sinon, peut-être que demain le manga il y aurait plus de jaquette, ou parce que ça coûte trop cher de mettre une jaquette. Tu vois, ou alors peut-être demain on fera plus d'effets parce que ça coûte trop cher. Mais là, en fait, on est obligé d'être au niveau de la qualité. Ouais, d'être challengé tout le temps. Voilà, donc ça c'est quand même, mine de rien, c'est pas mal. Mais t'as connu l'époque, est-ce qu'il y a eu des mangas sans jaquette chez Pika? Ou ça a toujours été avec jaquette? Je suis pas aussi vieux que ça. Parce que j'allais dire, cette exigence, on l'avait peut-être pas au début du manga en France. Mais au début de l'histoire du manga en France. Je sais pas, j'ai retrouvé des très très vieux mangas de l'époque avant Pika, donc à l'époque où ça s'appelait pas encore Pika, où il y avait Manga Player. Voilà, Manga Player, mais je crois qu'il y avait déjà une jaquette. Donc bon, après non, j'ai retrouvé ça chez moi. Je les garde dans ma vitrine, là, c'est mon musée ça. Mais du coup, tu regardes quand tu pars à l'étranger, tu passes dans une librairie, tu rentres et tu regardes. J'adore. Puis en plus les titres par exemple les titres en espagnol des mangas et tout, parfois c'est trop drôle quoi. Enfin, là je sais plus c'est quoi les titres en italien là. Sur l'Attaque des Titans, j'ai plus le nom non plus, mais je sais que ça sonne bien. Oui, forcément, c'est chantant. Donc c'est génial, donc on se régale. Il y a un autre truc qui rentre en compte quand on parle de fabrication aujourd'hui. En fait, c'est même ce dont on parle le plus malheureusement, ce sont les erreurs de fabrication. Qu'on soit bien clair, personne dans le monde du manga, je ne crois pas, fait exprès de faire des erreurs. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas de sabotage, non? On est bien d'accord. Donc, ces erreurs, il peut y avoir des erreurs humaines, mais souvent, c'est des histoires de contexte. C'est des enchaînements de choses qui font que. Il y a plein de raisons qu'il y ait des problèmes à tous les niveaux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication d'un livre... ça va de l'éditeur jusqu'à la distribution. Il peut y avoir des problèmes à tous les niveaux. Donc l'éditeur, il peut faire une erreur. Il peut faire. Voilà. Là, on parle pas des problèmes de fabrication, mais en tout cas sur la fabrication, oui, ça peut être des problèmes tout simplement en machine, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est ce que je dis souvent à mes éditeurs. N'oubliez pas que ça reste un produit industriel. C'est-à-dire que venez en usine, venez voir une imprimerie, venez voir les milliers de livres qui sortent des machines. Vous allez voir, c'est un produit industriel. C'est pas un petit fichier derrière votre ordinateur qui est tout joli. Non, c'est un produit industriel, donc qui est produit par des machines.
Et par des humains aussi. Et donc il peut y avoir des couacs sur la machine. On en a des problèmes, c'est sûr. Chez Panini, alors c'est un concurrent, je te demande pas de dire du mal d'eux. Hein. Non, mais ils sont sortis un manga qui s'appelle Mars, la réédition, qui a eu des gros problèmes de coupe. Notamment sur la partie intérieure à l'endroit de la reliure. Ça c'est quoi? C'est une erreur, enfin ça peut être plein de choses, mais c'est globalement une coupe qui était un petit peu trop lâche dans la marge ou quelque chose comme ça. C'est au niveau des machines, c'est-à-dire que quand on fait une production, que ce soit de livres ou de n'importe quoi, il y a toujours une partie qui part à la poubelle, c'est-à-dire que c'est la gâche, quoi. C'est avant que la machine soit bien réglée, il y a des exemplaires qui passent et qui vont être détruits parce que c'est des échantillons pour le réglage de la machine. Mais parfois ces échantillons-là passent avec les autres livres de qualité, et donc du coup sur ta palette tu vas avoir des bouquins défectueux, quoi. Donc tu peux avoir en effet, comme tu dis, ce problème-là. Nous on a eu des problèmes de cahiers inversés, ça t'est arrivé, ou même des cahiers doublés à l'intérieur. Ah ouais, mais c'est collector du coup. Ouais, voilà. Mais bon, quand t'as pas la fin, t'es un peu dégoûté quand même. Mais ça c'est marrant parce que je pense que les gens se rendent pas compte que justement c'est une espèce de marge d'erreur qui est alors acceptable. J'imagine que quand vous avez ce genre de problème, vous faites quand même une mini-étude pour savoir déjà quelle quantité ça représente sur le tirage complet et tout ça. Mais c'est drôle parce que je pense que les gens, quand ils ont ce genre de problème, tu sais, ils s'adressent à l'éditeur en disant oui, regardez, mon exemplaire a un cahier en double, tu vois, ou un truc comme ça. Comme si l'éditeur contrôlait chaque exemplaire de c'est sa production. C'est normal, c'est le client, il est en droit d'avoir un. Oui, mais un livre de tu sais, c'est qualité. comme, je sais pas si t'avais un problème avec ta voiture et t'allais appeler le siège de Renault pour savoir pourquoi ta voiture a un problème. Alors qu'en général, tu vas voir ton garagiste, quoi. Donc en gros, il n'y a pas encore de garagiste. C'est pareil. Non, mais tu sais, genre, tu vas chez ton libraire, tu lui dis voilà, mon exemplaire a un problème. Est-ce que tu en as un normal? Est-ce que tu me l'échanges, tu vois? Mais je pense que ça, c'est de la pédagogie qu'il faut faire parce que les gens se rendent pas forcément compte qu'il y a cette chaîne et ce. Oui, et moi je tiens à rassurer nos auditeurs. Enfin, oui, il peut arriver d'avoir un livre un peu défectueux. Moi, même avant d'être fabricant, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà eu entre les mains des bouquins un peu mal faits et tout ça. Bon, il faut se retourner, faut demander au libraire et ça se passe très bien. Nous, on a des livres qu'on donne sans problème. Oui, voilà, au pire. Ça arrive, c'est sûr que ça reste un produit industriel. Mais avant de demander à l'éditeur, allez voir votre libraire. Bien sûr. Avant de nous incendier sur les réseaux sociaux, les pauvres fabricants. Surtout ça, avant de. Non, mais même quand on n'a pas le ticket en plus. Je veux dire, maintenant, en fait, c'est ça, c'est que c'est même pas la peine d'avoir le ticket. Normalement, un libraire, si vous entendez bien avec lui, il vous l'échange. Ouais, complètement. Même si on s'entend pas spécialement. Oui. Le plus compliqué, c'est quand t'es dans les hypermarchés où là ça devient des clauses. Et encore, je sais même pas s'ils sont si embêtants que ça dans les hyper. Je sais pas, mais c'est vrai que pour des problèmes de fab, on en rencontre. Mais c'est vrai que surtout sur les collectors là, parce que plus le produit va être complexe, plus on va multiplier sur un produit collector, par exemple sur même un produit très simple. Dès lors qu'il y a un coffret où il y a plusieurs livres dedans. Si ton livre, tu n'imprimes pas avec le bon papier, il va être trop épais, il va pas rentrer dans ton coffret. Sûr, Donc tu vas te retrouver avec 40 000 bouquins qui rentrent pas dans ton coffret. Je peux te dire que là, vaut mieux pas que ça t'arrive, quoi. Là, c'est Kurokawa avec les deux collecteurs Spy Family. Ils ont eu des petits soucis parce que le premier, effectivement, pour sortir le livre, fallait forcer un petit peu et pour le remettre fallait forcer aussi. Et dans le dernier, c'est pas très grave, mais c'est juste en termes de présentation parce qu'on on est sur un collector à 40 €, qui est quand même déjà un très joli prix. Il y a des enjeux. Et il se trouve que je pense que c'est en filmant le collector, ça l'a resserré et donc du coup la partie qui ferme le coffret sur un carton baillait. Ah oui, d'accord. Oui, ça a plié le. Et c'est légèrement. Un peu voilé le papier. C'est pas grave. Moi, une fois que j'ai ouvert le mien, ça allait. Après, ça va, Oui, et c'est ce que je dis aussi souvent à mes équipes, c'est que le livre ou même un coffret, c'est pas de la science exacte, l'impression. C'est-à-dire qu'il y a du jeu, c'est mécanique. Donc en effet, dès lors qu'il y a du papier, c'est un peu mou, donc il faut un peu de marge. Enfin, c'est pas une science exacte, c'est pas de la science. Et admettons, par exemple, vous collaborez avec des imprimeurs quotidiennement et tout, et s'il y a une erreur qui potentiellement vient de l'imprimeur, mais ça concerne, je sais pas, un tirage énorme, tu vois, genre plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, voilà. Et vraiment, genre l'imprimeur est en tort. Est-ce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais est-ce que ce serait possible de carrément avoir un litige tel avec l'imprimeur que vous lui dites, genre en gros, tes 50 000 exemplaires, j'en veux pas, tu me les réimprimes à tes frais, quoi. Non, mais ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Alors c'était pas 50 000, mais je crois que c'était quand même 20 000. Et il m'avait mis sur un Fairy Tail, il m'avait mis un pelliculage brillant. Ah oui. Au lieu de mat.
Bah, ça fait un peu de désordre sur ta collection, donc bah non, tes 20 000, tu vas te les garder, puis tu vas nous réimprimer les books. Alors, réimprimer les jaquettes. Ouais, juste les jaquettes. Juste les jaquettes, du coup. Mais ouais, bien sûr. Ça représente quand même des coûts importants. Donc, parce que ne serait-ce que cette erreur de pelliculage, c'est une erreur suffisamment grave pour toi pour qu'il refasse tout le tirage. C'est pas acceptable, complètement. Après, sur les plus grosses erreurs, évidemment qu'il y a un litige, et les imprimeurs. Ils refont le boulot. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Dès lors qu'on travaille en bonne intelligence, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Donc, ouais, bien sûr. Bah, eux aussi, ils sont dans une relation commerciale. C'est normal. Complètement. Et même sur le nombre, tu as une marge d'erreur. Ils t'impriment pas pile 1000 exemplaires d'une chose. C'est quoi? C'est 10%, 5%? Oh non, c'est moins. C'est 3-4%, je crois. Ouais. Parce que du coup, si tu fais un tirage ultra collector à 1000 ex, t'auras peut-être que 980 ex. Oui. Mais c'est ça, les produits collector, comme je dis, c'est tout un monde, parce que plus on va avoir des éléments dans ce coffret collector, plus c'est que chaque élément doit être au bon tirage. Parce que si tu fais. Et tout n'est pas fabriqué au même endroit en plus. Et si tout n'est pas fabriqué au même endroit, c'est encore compliqué. Enfin, sans parler des plannings et tout ça pour rassembler tous les éléments. Mais si en effet il y a des goodies et il y a des bouquins, mais donc si j'ai assez de goodies mais que j'ai moins de bouquins, du coup j'ai moins de coffrets. Qu'est-ce que je fais de mes goodies en plus donc c'est waouh, c'est pas mal, c'est pas mal. Des prises de tête. Ah ouais, non, on se prend bien la tête. Il va y avoir des nouveaux remèdes pour la migraine a priori. J'ai entendu ça à la radio récemment, si jamais. D'où ça vient les problèmes de papier transparent, ou qu'on appelle transparent, parce qu'ils sont pas transparents non plus, faut pas déconner. Mais d'où ça vient? Là, il y a eu le cas par exemple avec les éditions Kana qui ont imprimé ce Naruto que tout le monde attendait parce que c'était Naruto en plus. Oui, bien sûr. Et il partait d'un papier avec un nom un peu chouette qui est un Munken. Voilà, merci. Non, c'est pas loin. C'est un super papier. Hein. Vraiment qui est un très beau papier, mais qui rend pas du tout. Comment ça se fait? Comment on se retrouve avec ce genre de choses-là? J'ai pas entendu parler de ce problème, mais sur les papiers, il y a des pourcentages d'opacité. Donc quand on achète des papiers, on peut contrôler l'opacité du papier. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, dans la fabrication du papier, t'as des aléas aussi, c'est comme tout. C'est-à-dire que tu peux avoir peut-être un peu moins de transparence, un peu plus de transparence, ça peut être dans les tolérances. Donc voilà, donc peut-être que... Et est-ce que les machines peuvent aplatir les papiers aussi? Ça, de la rotative par exemple, comme pour les journaux, tu sais. Ouais, en rotatif, c'est vrai qu'il y a une forte pression qui est exercée sur le papier. Après, je sais pas, je connais pas bien ce problème. Mais c'est vrai que je crois que c'était une des hypothèses qu'il y avait eu, c'était que en gros, comme le bouquin était passé par des rotatifs, ce papier-là, il se faisait trop aplatir entre guillemets, et du coup, c'est ça qui crée ce phénomène de transparence. Mais voilà, comme dit Max, c'est pas de la transparence vraiment, mais... Oui, puis ça dépend du trait, de l'encre utilisée aussi. J'imagine que chaque papier réagit pas de la même manière à l'encre. Exactement, chaque papier réagit différemment à l'encre et même en machine. Nous, on a eu des histoires avec des papiers... ça dégageait une telle poussière quand ça passait dans la machine que la poussière se déposait en fait sur le noir de l'encre et ça faisait des trucs un peu dégueulasses. Donc oui, on peut pas utiliser n'importe quel papier non plus. Et c'est vrai que comme les papetiers ont aussi leur tolérance, parfois là, il faut que quand les tolérances on est un peu aux marges là, quand on est un peu à la marge comme ça peut être on peut avoir des surprises. Non mais ça fait partie. Donc voilà, c'était juste pour expliquer aussi aux auditeurs que les problèmes, effectivement, ça arrive dans l'édition de bouquins et comme tu le dis, c'est pas une science exacte, mais effectivement, c'est souvent un enchaînement de détails, des problèmes exogènes aussi qui ne viennent pas forcément de la maison d'édition, mais que la maison d'édition doit gérer. Oui. Parce qu'au final, la communication, c'est à la maison d'édition que ça revient aussi, ça. Oui, complètement. Après, non, c'est sûr. Et on vous remonte des fois les gens pas contents comme ça, vous les voyez ou vous fermez entièrement les réseaux sociaux? Alors moi, c'est vrai que je suis pas trop les réseaux sociaux sur tout ce qui est manga parce que justement, il y a déjà une telle pression et un tel enjeu sur les lancements que ça rajouterait à la pression que j'ai déjà, donc ce serait pas une bonne chose. Mais oui, si, on me fait remonter quand il y a des problèmes sur les livres, ce qui est tout à fait normal. Et moi, je cherche à, comme tu disais, Robin, à savoir c'est quoi l'impact du problème. Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est sur toute la prod ou pas? Alors, c'est sûr que les problèmes, ça te prend énormément de temps à gérer, quoi. Beaucoup plus qu'une production, en fait, à suivre. Donc, quand on a des problèmes, on n'est pas content parce qu'on préférait plutôt bosser sur des beaux projets collector plutôt que de revenir en arrière sur des produits qui sont un peu, malheureusement, où il y a des problèmes.
Ouais, puis comme tu dis, malgré tout, au final, c'est une industrie, donc il y a des compromis à faire aussi, de voir le niveau, enfin le degré de problème que c'est. Alors tu vois, déjà, moi je trouve que faire retirer entièrement une jaquette pour un problème de pelliculage, je trouve déjà c'est fou, une vraie exigence, tu vois, alors que tu pourrais avoir, je sais pas, des éditeurs qui se disent bon bah... Oui, bah regarde les livres de poche. Oui, enfin tu vois, donc c'est aussi ça, c'est aussi être capable d'analyser le degré de problème que c'est et prendre les décisions en conséquence. Bah ça c'est l'expérience qui fait. C'est vrai qu'au début moi j'étais en panique, au moins de problèmes, au secours. Maintenant je commençais un petit peu blindé et puis j'ai mes collègues avec qui je parle beaucoup pour quand il y a des vrais problèmes où on discute de savoir qu'est-ce qui est le mieux à faire. On va pas dramatiser, on va pas se jeter par la fenêtre. On va dire, on va essayer de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer la chose et puis c'est un métier d'expérience, donc c'est intéressant, mais c'est un très très beau métier. Le monde de l'impression, de l'imprimerie, c'est super comme métier parce qu'il y a plein de métiers différents. On parlait du papier, mais à un moment donné, il y a même des pénuries d'aluminium pour les plaques, pour les machines, pour les presses. Donc du coup, c'était aussi impacté à ce niveau-là. Donc c'est une multitude de métiers, de gens intéressants à rencontrer. Donc c'est vraiment un chouette métier, mais c'est vrai que c'est de l'industrie. Donc il y a des couacs et des aléas. Et la logistique, c'est vous aussi qui vous en occupez ou ça c'est délégué? Non, alors la logistique, on a le distributeur, donc c'est Hachette qui fait la distribution, c'est eux qui vont livrer les livres chez les libraires. Nous, on suit la livraison entre l'imprimeur et chez Hachette. Et quand tout va bien, qu'il n'y a pas de camion qui brûle ou qu'il n'y a pas d'accident, les livres arrivent à l'heure et tout le monde est content. Parce que c'est déjà arrivé ce genre de choses? Ouais, c'est déjà arrivé. On était déjà arrivé qu'on ait un chauffeur qui tombe dans les pommes, accident. C'est pas drôle, en fait. Donc bon, après, c'est ça, c'est la vie. C'est pour ça qu'on se dit, on fait des livres non plus, on sauve pas des vies. Oui, bien sûr. Donc bon, parfois le livre peut avoir une semaine de retard, 2 semaines de retard. Donc, mais tu vois, par exemple, la semaine prochaine, ou même cette semaine, par rapport à quand sort l'émission, sort Astérix, qui est géré par tes collègues. J'imagine même pas la pression parce que le Astérix, je sais même pas quel est le niveau de tirage qui c'est doit être plusieurs millions quoi. C'est plusieurs millions, mais c'est plusieurs millions dans toute l'Europe. Oui, voilà, en plus. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est une grosse logistique et après on fait tout pour sécuriser aussi. Ouais. C'est qu'après on sécurise. C'est aussi notre métier, c'est de savoir anticiper les problèmes. Le niveau d'enjeu de chaque projet quoi. D'anticiper les problèmes et d'avoir des routes de secours. Et en plus, mais du coup, vous avez genre 17 entrepôts pour Astérix, uniquement que pour Astérix ou... Ça c'est confidentiel, je le dirai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, c'est une énorme machine. Il y a une partie aussi qui est importante quand on est lecteur de manga aujourd'hui, mais même pas quand on est lecteur de manga, quand on est vivant en 2023, c'est toute la partie écologique, c'est toutes les problématiques RSE dans l'édition de manga. C'est des choses sur lesquelles vous faites attention? Alors c'est une vraie politique, c'est un vrai enjeu, c'est vrai que Hachette prend très au sérieux. À notre niveau, nous on suit les recommandations évidemment du groupe. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement sur tout ce qui est les encres ou même sur les pelliculages, parce que le pelliculage c'est du plastique. Sauf que c'est un peu difficile de s'en passer actuellement, mais il y a vraiment des réflexions qui sont faites assez poussées et on a une personne dédiée à ça qui réfléchit sur ces problématiques-là. Et je pense que sans vouloir me vanter, je pense qu'Hachette est assez en avant sur ces problématiques-là et c'est un peu normal. C'est des grands groupes comme ça, ils sont un peu en tête de proue et il faut qu'on montre l'exemple. Donc il y a une vraie. Après, à mon niveau. Moi, je suis les recommandations, c'est-à-dire que ça passe pas à mon niveau. C'est-à-dire que si le groupe Hachette demande aux imprimeurs de respecter telle ou telle norme, ça va passer dans ce sens-là. Moi, derrière, voilà. Moi, je suis pas... Après, peut-être ça peut déjà commencer à vous pousser à trouver des nouveaux interlocuteurs. J'en sais rien. Tu vois, on parlait des goodies tout à l'heure et du côté vraiment inflationniste des goodies où il faut toujours en produire plus, etc. Ça, clairement, ça entre presque en contradiction avec une démarche RSE d'une entreprise, parce que plus tu fabriques de goodies, dans l'essentiel, ils ont quand même fait en plastique et tout. Donc sachant que c'est un modèle japonais et que le Japon est assez connu aussi. C'est pas le pays le plus... Voilà. Non, mais du coup, est-ce que, je sais pas, vous êtes même dans cette partie-là de la fab, qui est la partie promo, on va dire, est-ce que ça vous pousse à chercher de plus en plus des produits qui sont en phase avec une démarche RSE, je sais pas, des goodies en bois, en carton, dans des matières qui sont un peu plus éco-responsables, on va dire. Alors
sur tout ce qui est emballage, c'est vrai qu'on essaye vraiment de réduire le plastique. Ouais. C'est-à-dire que tous les contenants, par exemple, quand on va avoir des badges ou des pins, on va les mettre plutôt que de le mettre dans une forme en plastique, ce sera plutôt en carton. On va privilégier le carton. Ouais. Après, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est goodies, on n'a pas l'autorisation tellement de créer des goodies. On reprend des produits japonais en fait. D'accord. C'est qu'on n'a pas les accords pour. Enfin, les Japonais ne veulent pas qu'on crée des produits pour telle ou telle série, parce que ça voudrait dire qu'au Japon il y a pas le produit qui n'existe pas. Et que c'est mieux en France qu'au Japon, ce qui ne doit pas avoir lieu. Bah voilà, ce serait quand même embêtant que sur Blue Lock on sorte un produit qui n'existe pas au Japon. Les fans de Blue Lock au Japon ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des trucs qui se passent voilà, c'est le monde à l'envers là. Faites-le dans vos imprimeries là-bas. Voilà, au Japon, donc là, comment que ça vous se fait? voulez pas... Donc non, nous on regarde ce qui se passe sur le marché japonais et on reprend, on va essayer de refaire les produits pour nos fans ici, ça c'est clair. Mais peut-être que votre marge elle est plus justement sur votre marge de manœuvre, elle est plus sur le conditionnement, parce que voilà, eux, souvent ils multiplient Exactement. l'emballage pour des trucs, des fois tu te demandes pourquoi. Oui. Là peut-être que vous allez beaucoup plus. Oui, je pense que l'Europe là-dessus est beaucoup plus en avance que sur le Japon, même sur l'Asie. C'est vrai que eux, en termes d'emballage et de suremballage, c'est énorme. Nous, on fait beaucoup plus attention à ça. Mais après, sur le produit en lui-même, on va reprendre le produit japonais à l'identique pour rester dans l'esprit. Et sur l'emballage, en effet, on va essayer de respecter au mieux. Mais tout ce qui est goodies, c'est clair que ce sera en Chine. C'est évident, ça, on va pas changer le monde, hein, ça c'est sûr. En début d'émission, tu as utilisé le mot PLVist. Yes. PLVist, qui est donc le fabricant de PLV, promotion sur lieu de vente. Tout à fait. Ce sont ces sortes d'étagères en bois ou en carton que vous voyez dans les magasins, dans les librairies. On en voit aussi dans les pharmacies. Tout à fait. Exactement, oui. C'est pour présenter les produits, les mettre en avant. Donc ta question, c'était Et ma question, c'était que là, effectivement, vous pouvez peut-être peu à peu lâcher certaines matières plastiques, carton, pour passer sur du bois notamment. C'est des choses auxquelles vous pensez Le bois, le carton, on peut utiliser du carton recyclé. Le bois, c'est quand même compliqué. Ou peut-être justement éviter des pelliculages sur ces produits-là qui sont moins utiles, on va dire. On peut mettre des vernis, notamment. Là, on a fait sur un produit qu'on va sortir, un puzzle atelier. On a fait une boîte, on a plutôt choisi de mettre un vernis plutôt qu'un pelliculage. Bon, ça reste un petit détail, mais bon. C'est quoi la différence entre pelliculage et vernis ? Un pelliculage, c'est vraiment une feuille plastique en fait que tu vas appliquer sur ta boîte ou sur ta jaquette. Un vernis, c'est plutôt liquide. Donc c'est moins polluant clairement. Mais alors du coup justement là on s'éloigne peut-être de la partie RSE spécifiquement, mais justement par rapport à tu viens de parler de pelliculage, de vernis, tout ça, c'est vrai que c'est des termes assez techniques et tout. C'est quoi les principaux effets de fab que vous utilisez sur des jaquettes par exemple, tu vois, genre le pelliculage, on a dit, c'est une feuille de plastique qui va s'appliquer. C'est fait quoi, principalement pour protéger, quoi, en gros. Oui, ça protège, parce que si tu veux prendre ton café et si tu renverses ton café sur ton livre, avec un coup d'éponge, tu peux. Ouais, c'est ça. Alors qu'un vernis, c'est vraiment c'est plus fin. Une matière liquide qu'on va poser sur une zone spécifique pour, mettre de la brillance. Ça fait moins glossy. Tu vois, l'effet glossy, un peu brillant, miroitant. C'est vrai que c'est très valorisant, c'est très beau. Enfin. D'où le terme de vernis sélectif où tu le mets sur seulement certaines zones. Exactement. Ça, c'est sur des zones plus particulières. Et alors, c'est quoi l'embellissement de couve ou de jaquette le plus incroyable que tu aies fait, ou le plus technique avec le plus d'effets différents Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on va multiplier les effets que ça va rendre bien. Ouais, non, mais ça bien sûr. Ça, c'est clair. Parce que souvent, mes éditeurs, ils veulent on peut ça. Attends, ce qu'il faut faire, c'est le bon effet sur le bon livre pour avoir le meilleur résultat. C'est comme quand t'es ado et que tu t'habilles, mais que tu vas essayer de mettre des trucs qui vont pas du tout ensemble. Et parfois, on voit des produits même de nos confrères concurrents, ils sont très très beaux. Je dis, mais il y a quoi comme effet? Mais il n'y a pas grand chose. Il y a juste une 5e couleur et un vernis sélectif. Et ça rend super bien. C'est bien pensé par rapport à l'illustration. Exactement. Donc après, moi, ce que j'ai fait de plus fou, là, le projet le plus fou qu'on est en train de finaliser, c'est le coffret Titan 34 anniversaire. Ça, c'était un gros boulot. On a fait une super belle boîte avec une boîte, avec un esprit, avec une boîte en forme de livre, vieux cuir. C'est bon, je l'ai précommandé. Ça, il est plutôt beau ce produit. Et je pense on s'est donné du mal pour le faire, donc j'espère qu'il va plaire. Mais ça reste donc c'est un papier spécial, c'est plutôt une matière spéciale.
Et il y a de la dorure dessus, donc c'est assez simple, mais le rendu est vraiment remarquable. Donc après, en genre d'effet, finalement, les effets de fabrication, on tourne toujours un peu sur les mêmes. Des fois, je vois je vois or à chaud. Mais qu'est-ce que c'est ? c'est une dorure qui est appliquée avec un outil. En fait, c'est un outil comme comment dirais-je ? Comme une sorte de tampon. Ouais, voilà, qui s'est appliqué sur une feuille dorée, que ça va marquer en fait ta jaquette. Avec la chaleur, ça se colle sur. Voilà. Okay. Et du coup, ça crée une espèce de petit relief quand même malgré tout. Alors du coup, comme il y a une empreinte par l'outil, c'est un petit effet un peu en creux, mais après si tu mets un pelliclage par-dessus, du coup tu peux absorber ça si tu veux pas cet effet creux. Okay. Donc après il y a des substances. Ah oui, tu peux rajouter. Et donc ça, c'est la différence par exemple avec un foil, donc qui donne un effet doré aussi. Ça, c'est plus genre une feuille vraiment qui n'a pas de relief, après, qui est collée sur une zone spécifique. Tu peux imprimer sur une feuille d'argent en effet. Okay. Donc si tu imprimes sur une feuille d'argent, du coup tu vas avoir tous les effets miroitants beaucoup plus forts que avec un fer à dorer. Mais là, il faut utiliser du coup un blanc couvrant pour pouvoir jouer sur les effets de transparence, ces genres de choses. J'aime bien, là, on arrive dans la partie technique. On a sorti pas mal. Il faut il faut imprimer en UV parce que dès lors que tu vas imprimer sur une matière très fermée comme ces feuilles d'argent, il faut que ça puisse sécher, l'encre puisse sécher avec des lampes UV. Donc ça, tous les imprimeurs ne savent pas le faire, ça a un coût. Donc il faut bien choisir son effet pour le bon livre pour avoir le meilleur résultat possible, quoi. Embossage, c'est quand on fait. On va sortir tous les mots qu'on connaît. Mais en fait, je les sors parce que de plus en plus d'éditeurs communiquent autour de ces termes. Oui, c'est vrai. Alors, c'est ce qu'on me demande souvent. On voudrait communiquer sur comment est fait le livre. Et après, du coup, moi, sur les réseaux sociaux, les fans s'emparent de ce vocabulaire et du coup, ils reviennent vers nous avec des avis souvent très très justes. Je suis pas d'accord sur l'embossage parce que. Ouais, je sais pas comment on peut être pas d'accord sur un embossage. Mais... Alors, embossage, gaufrage, c'est la même chose ? Ouais. Ok, c'est en gros une espèce de. Embossage, débossage, ça peut être en creux. C'est en gros, c'est une machine qui va appuyer sur le carton de couverture. Exactement. Pour créer soit un effet en creux, soit dans l'autre sens. Ouais. Et du coup, ça fait un relief. C'est ça. Okay. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas tellement finalement parce que. C'est vrai que ça s'utilise plutôt. Moi, je sais qu'en bande dessinée, ça s'utilise pas mal parce qu'on imprime beaucoup. On façonne beaucoup les BD sur des couvertures cartonnées et rigides, quoi. Donc du coup, là, l'embossage a beaucoup plus d'intérêt parce que ça crée un relief beaucoup plus fort. J'imagine que effectivement sur des couvertures de manga qui sont du carton très fin, ça a peut-être moins de. Non, oui, sur les jaquettes, l'effet n'est pas toujours génial, ça se voit pas tellement. Après, on l'a quand même fait, le rendu est super sur le Titan tome 1 anniversaire. Là, sur la jaquette, ça rend bien parce qu'il y a le visage du Titan là, qui est mis en avant. Ouais. Donc là, ça le fait. C'est ça, de toute façon, c'est ce que tu disais, c'est qu'au final, l'accumulation d'effets n'est pas très intéressante ou chercher l'effet le plus incroyable, machin. Ce qui compte, c'est trouver un rendu qui soit cohérent avec l'illustration, avec le produit, quoi. Donc, et je pense que ça doit être des discussions que vous avez avec les éditeurs, où parfois l'éditeur se dit je voudrais faire ça, ou alors je voudrais le nouvel effet hyper à la mode, machin et tout. Et toi, ça peut être à toi de lui dire, en voyant l'illustration, le produit, de dire en fait peut-être que ce serait plus simplement d'utiliser ça et ça aura plus d'impact, ce sera plus visible. Complètement, parce que le livre, ça reste un objet un peu sensuel. Et en fait, souvent, on a un ressenti du livre, mais le lecteur va pas analyser. C'est le professionnel qui va analyser les différents effets. Bien sûr. Et parfois, le produit il est peut-être assez simple avec quelques effets, mais en termes de sensation et de rendu, il va être scotché, quoi. Alors qu'on n'a pas forcément fait des tonnes, mais juste ce qu'il faut. Ouais. Et puis parfois tu t'emmerdes à faire une jaquette avec des effets hyper compliqués, puis en fait la personne va l'enlever immédiatement pour lire le bouquin et la poser. Ça va pas fonctionner, et puis finalement ça va être la cata. Non, c'est sûr. Mais il y a un auditeur que je ne citerai pas qui fait toujours la même chose. À chaque fois qu'il sort ce qu'il fait, les gens sont waouh! Moi je vois le bouquin, je me dis mais il n'y a rien. C'est absolument rien, mais tout le monde a l'air très content. C'est bien. Soit il communique très bien sur. Oui, effectivement. Soit sur sa fab, soit il a trouvé la bonne formule. Il y a des modes dans la fabrication de manga ou de livres même tout court. Là,
le gros engouement du moment, c'est tout ce qui est collector, avec une surenchère de produits Ouais, mais il n'y a pas genre plus cher, un effet qui est à la mode, quoi. Il n'y a pas une espèce de tendance. tout ce qui est pelliculage argent, là, les gens aiment bien. Ouais. Ça, les gens, ils aiment bien. Et c'est vrai que ça peut rendre super bien. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi ça, parce qu'en plus, je parle de pelliculage argent, mais ça peut être une feuille dorée, ça peut être holographique, avec des effets... Donc, ouais. Et il n'y a pas des modes de papier aussi, tout simplement, j'en sais rien. Alors si, tu parlais du papier offset, ça c'est une mode qui vient d'Angleterre. En fait, c'est les Anglais qui ont beaucoup, il y a quelques années, qui ont beaucoup édité des livres avec ce type de papier. Et sur même les catalogues, tous les catalogues de publicitaires en fait étaient sur ce genre de papier, alors que nous on était encore sur les papiers un peu plutôt couchés, bien sûr, les papiers plus lisses. Donc ça remonte à des années. Et en fait, finalement, maintenant, nous on sort énormément de livres en effet sur papier offset. Alors que c'est pas en vrai c'est pas un papier si ça peut être super quali le papier, ce genre de papier, genre tu parlais du Munken, ça c'est des très très beaux papiers avec des très beaux rendus à l'impression, même à l'impression quadri. Quadri c'est en couleur, c'est ça? Ouais. Quadri à couleur. Et donc il a des modes, donc peut-être qu'on reviendra un peu plus sur les papiers couchés dans quelques années. C'est vrai que là tout ce qui est papier offset, ça fonctionnait bien, sur tous les livres de cuisine qu'on a fait, ça fonctionne très bien. Et sur tout ce qui est ex libris, là tu peux t'amuser à aller chercher, alors je vais utiliser le terme parce que ça c'est un papier qu'on connaît nous dans les supermarchés, mais des sortes de papier canson, des trucs un peu comme ça. Alors le papier ça coûte très cher, donc on peut pas, il faut faire attention. Donc le papier canson à couleur, attention. Papier teinté dans la masse, attention, c'est compliqué. Non, les papiers, ça reste un coût important du prix du livre, donc on peut pas. C'est vraiment sur les produits spéciaux qu'on va essayer de s'amuser un peu. Et alors je voulais juste qu'on précise un truc, mais je pense que les auditeurs l'ont entendu depuis le début de cette émission. Les gens qui travaillent dans le manga sont pour la plupart à 99% des passionnés, ne serait-ce que de leur métier au moins, si ce n'est pas du manga en général, et que vous n'êtes pas comme à l'usine. Non, complètement, c'est vraiment un milieu de passionnés, qu'on en parlait, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Moi on a par Pika on a eu plusieurs apprentis, on a eu des gens qui sont ensuite retrouvés, fini par travailler chez d'autres éditeurs de manga, donc c'est un tout petit milieu et on est tous passionnés. On va finir l'émission avec quelques questions des auditeurs. Il y a de tout, tu vas voir. Quelle a été la chose la plus difficile que tu as eu à faire en fabrication? Moi, ce qui va me rester là sur mon expérience, c'est vraiment l'année dernière, quand vraiment on a eu énormément de difficultés avec les papiers, avec les imprimeurs, avec les productions qui ont explosé. Parce que là, travailler dans ces conditions, c'était vraiment, vraiment très très dur. On a sorti les coffrets Titan par exemple, où il y a 4 tomes dedans. Sauf que on a été planté par des imprimeurs, il a fallu trouver du papier ailleurs, sauf qu'il fallait trouver le bon papier parce que le coffret était déjà fait, donc si on n'avait pas le bon papier, le manga ils n'allaient pas forcément rentrer dans le truc. Tout ça sur au moins 10 titres en même temps. Non, l'an dernier c'était vraiment sport, et à tous les collègues, que ce soit les collègues concurrents ou tous les chefs de fab ou tous les fabricants, quand on se retrouvait, on pleurait ensemble. Mais quand est-ce que ça s'arrête cette folie? Parce qu'en fait, il va y avoir de la casse, on va faire des conneries quoi. Il n'y en a pas trop eu finalement. On s'est tous serré, les imprimeurs ont bien serré les coudes quoi. On n'a pas fait trop de bêtises quoi. Donc vous étiez pas dans l'arène dont je parlais en début d'émission, vous étiez plutôt au café à la fin. On était tous au café à pleurer quoi, tellement qu'on n'en pouvait plus quoi. Non, on était vraiment à bout, même au niveau des plannings, les plannings étaient explosés. Enfin, c'était compliqué de suivre des productions dans ces conditions. Dans un coût de fabrication, le papier c'est le principal coût. Oui, quasiment, ça représente presque la moitié du prix du livre. Ouais. Sur le manga, c'est la matière première. La jaquette, par exemple, c'est vraiment accessoire ou c'est un vrai surcoût? Je sais pas si c'est un non, mais non, ce sera le papier intérieur en fait. Ce sera, donc dès lors que tu as un livre qui a plus de pages, ce sera toujours un livre plus cher parce que tu auras plus de papier. Donc dès lors que tu as des grands formats, c'est plus cher parce que tu as plus de surface. Le papier, tu le payes au poids, donc plus il va être lourd, plus il va être cher ton livre. Ouais, donc l'attaque des titans colossale. Ah bah ouais, là c'est colossal. Bah oui, là c'est un impact, c'est évident. Ouais, il est super lourd. Blue World aussi était super, était bien costaud aussi. Ça fait des beaux bouquins après dans la bibliothèque, t'es content. Il faut qu'elle soit solide ta bibliothèque. Ouais, je les ai mis en bas. Voilà. Est-ce que justement, en parlant de bibliothèque, est-ce que le papier ça gonfle avec le temps? Ou comment Oui, complètement. Le papier, alors pas tous les papiers, mais le papier offset qui est composé de fibres de bois, du coup il réagit à l'humidité et donc du coup le papier il peut gonfler.
Et typiquement, quand on fait livrer des bobines chez les imprimeurs, le papier il est toujours stabilisé 24-48 heures à l'usine pour qu'il reprenne une densité, je dirais standard, parce qu'en effet, le papier, ça peut bouger. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que dans sa bibliothèque, un jour, tu peux prendre un bouquin et ne plus réussir à le remettre dedans. Alors, ta bibliothèque est vraiment très très serrée. Alors, non, c'est un peu extrême, mais bon. Après, oui, si tu trompes ton manga dans l'eau, tu vas voir qu'il va gonfler. Oui. Hein. Évidemment, mais il va être aussi tout pourri. C'est ça. Du coup, le coût des coffrets vides, c'est souvent demandé, tu sais, les coffrets d'intégrale, de plus en plus. Tous les éditeurs réfléchissent à comment proposer d'une manière ou d'une autre. C'est super compliqué. C'est très compliqué. Pour énormément de problèmes. Mais du coup, le fait justement d'avoir un papier qui peut gonfler, ça fait partie des galères. Et que bien que ton coffret ne tiendrait pas tous les mangas. Moi j'étais sur un coffret, je crois que c'était sur un coffret Blue Lock. Moi mon prestataire il m'appelle, il me dit mais les livres ils rentrent pas. Je dis attendez, ça m'est jamais arrivé. Alors je lui dis bon ça peut peut-être m'arriver une fois, ça peut arriver ce genre de galère, mais en général on demande toujours des échantillons, on fait vachement gaffe. Et il me dit je vous envoie une vidéo et tout. Je regarde la vidéo, je dis moi j'essaye avec ma maquette en blanc au bureau, je dis ça rentre très bien. Puis en fait, donc, je renvoie mon message et puis le lendemain il me dit oui non en fait c'est bon, le papier je sais pas, le livre était bizarre, ça rentrait pas, donc bon. Mais pour autant quand même pour que ça gonfle à ce point-là, c'est quand même non. Le problème en fait tu parlais justement des coffrets à vide là. Le problème c'est que si on veut faire des coffrets vides, ça voudrait dire que tes mangas ils soient tous faits sur le même papier. Et sauf qu'en librairie, tu peux très bien avoir des bouquins qui ont été faits l'an dernier, peut-être sur une production qui a été faite peut-être dans un autre pays parce que tu étais en pénurie, donc du coup sur un papier un peu plus fin. Donc du coup, tu vas te retrouver avec ton coffret, tu vas le remplir, ça va être moche. Franchement, on n'a pas envie de ça, quoi. Qui a envie d'un coffret moche? Non, sans compter qu'en plus, ces coffrets vides, je crois qu'en termes de logistique, ça doit être une galère aussi. Au niveau du transport, parce que ça peut s'abîmer. Après, il y a des gens qui se sont lancés là-dedans, livrer à plat, par exemple. Livrer à plat, tu le montes toi-même. Ouais. Pourquoi pas comme les PLV finalement. Ouais, exactement. Mais pourquoi pas? Mais après, il faut que tes bouquins rentrent bien dedans et tout. Et je sais pas. Ouais. Non, mais ouais. C'est un vrai défi technique. Après, c'est des choix. Moi, si on me demande de faire ça, je vais faire. Hein, mais je vais. C'est mon rôle aussi de leur dire attention. Moi, je vais alerter. Je vais attention là. Est-ce que les gens vont vraiment être contents? Je suis pas sûr. Il faudrait pouvoir faire des coffrets un peu ajustables, peut-être. Ah oui, avec une sorte de glissade, glissière derrière. Brainstorming ce soir. Va falloir que tu te rapproches des fabricants de chez Ikea, peut-être. Voilà, c'est bien fait de venir. On a des idées ici. Est-ce qu'en tant que fabricant, tu as des conseils pour bien conserver ces mangas? Est-ce qu'on doit les mettre individuellement dans des petites pochettes en plastique pour être sûr qu'ils ne bougent pas? Non, pas de plastique. Oui, c'est ça. Non, il faut, comme tous les livres, en fait, il faut les garder dans un milieu pas humide, tout simplement, et pas à la lumière. C'est vrai que le papier manga, comme le papier, le papier manga, qui est un papier, on dit bouffant. Il y a des fibres de lignine dedans, donc du coup, ça réagit à la lumière. C'est du bois, hein, donc ça réagit à la lumière, donc ça jaunit. Ça peut jaunir sur le dessus, justement. Ouais. Donc si vraiment tu veux pas que ça jaunisse sur le dessus, faut peut-être mettre une petite dentelle dessus, je sais pas. Mais vieux manga player, effectivement, soit c'est jauni. Ouais, voilà. Après, mais ça donne un cachet. Ça fait le charme du livre. Et puis le livre, c'est un produit qui vit, quoi. C'est du papier. Ça vit. Il faut que ça vive. Si c'est un bouquin qui doit rester nickel chrome dans ta bibliothèque. C'est pas un musée, votre bibliothèque. C'est un truc. Mais chacun sa vision des choses. Chacun sa vision des choses et du livre. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, je trouve qu'il faut que ça vive. Pour finir, on parle de fabrication, on parle d'objets du livre. Est-ce que tu es aussi chef de fabrication des éditions numériques? Absolument pas, non. Je m'occupe absolument pas des livres numériques. On a un service chez nous qui s'en occupe. Mais c'est vrai que c'est un autre métier, c'est un autre support. Mais c'est pas les mêmes fichiers, c'est même pas... Si, la base, c'est les mêmes fichiers, mais ils sont retravaillés quand même pour que ce soit léger, parce que nos fichiers sont quand même très très lourds. Mais on a un service pour ça qui est dédié, parce que c'est vrai que on peut pas tout faire, quoi. Ouais, parce qu'il y a un système, j'imagine. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas tellement détaillé dans le jargon, mais il y a un système de BAT aussi en numérique, donc de bon à tirer, c'est-à-dire vraiment oui. La personne qui va soit imprimer, soit créer le fichier numérique, tu vois, te donne une version pour que tu vérifies si tout est OK, s'il n'y a pas eu un raté, je sais pas. C'est un peu le même process, hein, c'est-à-dire qu'il y a un fichier qui est réalisé par les maquettistes ou par les éditeurs, et après, soit ce fichier sera un fichier haute dev qu'on utilisera pour l'impression,
soit il va être retraité derrière pour faire une édition numérique, et en effet, on va le resoumettre à BAT, peut-être à l'éditeur. Ouais. Et tu vois des évolutions techniques ou technologiques pour les années à venir, que ce soit dans l'industrie, dans les machines des imprimeurs, dans la façon d'imprimer, dans les encres, dans quelque chose où ça reste malgré tout assez standard et ça bouge très lentement? Non, là, ce qui évolue beaucoup et l'orientation que donne aussi Hachette et les imprimeurs, c'est d'essayer d'avoir le moins de déchets possible. Ça, c'est ça les gros enjeux et les gros investissements qui sont faits actuellement. Moi, je sais, là, j'ai visité une imprimerie en Italie, c'était recycler le papier, recycler les encres au maximum, réfléchir ça c'est pas que c'est des réflexions que tous les pays européens ont et toutes les grosses industries ont, parce qu'ils savent que c'est un peu les enjeux de demain et qu'on va leur demander toujours plus, donc de toute manière. Mais après, en termes d'impression du livre, on a pu le parler, le manga ça reste assez simple, donc qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je pense que c'est peut-être le côté recyclable du papier, des encres. Ça, parce que c'est les défis, je pense. Les machines en elles-mêmes, la technique d'impression, elle n'a pas bougé depuis je sais pas combien de temps, mais c'est de plus en plus fiable. Je pense que nos livres sont de plus en plus fiables. Il y a de moins en moins de problèmes, il y en a, mais c'est quand même de plus en plus fiable, de plus en plus automatisé aussi. Plus en plus rapide quand même. Maintenant on fait des livres très très vite. On répond à une demande de manière incroyable. Donc là-dessus, il y a un peu de développement. Bon, je ne saurais pas dire quoi, mais... Oui, puis sachant que je crois que tous les éditeurs ont le petit logo papier qui vient d'une forêt. Ouais, c'est ça. oui, voilà. Après, tous nos papiers ils viennent de forêts qui sont gérés et tracés. De manière durable. Complètement, ouais. Un grand merci Nicolas pour toute cette conversation là, ça fait 1 heure quand même. Merci à vous, avec plaisir. Et toute ton expertise, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions sur la fabrication, j'espère qu'on vous a éclairé. Un dernier petit mot pour la fin qui est utilisé des fois par les éditeurs quand ils font des photos, parce que ça rend bien. Un chromalin, qu'est-ce que c'est? Un chromalin, c'est une ancienne technologie utilisée pour faire ce qu'on appelle les épreuves couleurs, c'est-à-dire que c'est vrai que pour simuler un rendu en impression, on demandait à l'époque à faire des chromalins. Donc c'était une impression à l'unité pour simuler le rendu en machine. Comme ça, on pouvait voir si les couleurs étaient bien. La technologie a évolué. On fait plus du tout des chromalins. Même moi, quand j'ai commencé mes études, c'était déjà fini. Maintenant, pourtant, le mot est resté. Ouais, le mot est resté. On est plus sur les technologies numériques maintenant. Moi, je l'utilise pas trop ce mot, mais les GMG, non, ça voilà, mais je crois que c'est une marque aussi, donc oui, c'est ça, c'est une marque de chromala. Mais oui, parce qu'en fait c'est ça, ce que les gens se rendent peut-être pas compte, c'est que en gros la technique d'impression, c'est là tu parlais de la couleur, c'est de la quadrichromie, donc c'est 4 encres de couleurs qui vont en se mélangeant créer potentiellement la plupart des couleurs qu'on est capable de voir. Mais du coup, c'est sûr que si on est soit un artiste qui travaille, qui fait de la peinture avec des peintures spécifiques et tout, la quadrichromie, donc ce mélange d'encre va pas forcément rendre exactement tel que tu l'as peint sur ta toile. Tout comme si tu fais du numérique, tu peux utiliser virtuellement toutes les couleurs qui existent par l'œil visible, et le numérique, le rendu sur ton écran va pas forcément être fidèle avec le rendu impression. Donc c'est à ça que servent ces fameuses épreuves, c'est comparer ton fichier de base ou alors ton œuvre de base et le rendu par technique d'impression, et si c'est ok, là, voilà. Le réglage est bon, donc tu peux y aller. Et tu peux t'estimer trop mal. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. La semaine prochaine, on est en vacances, mais on revient quand même avec un petit truc sympa quand même à mettre en ligne, où vous allez découvrir ça. C'est une surprise. C'est une surprise. D'accord. Oui, c'est une surprise. Mais dans 2 semaines, moi je sais pas ce que c'est. Mais si, tu sais ce que c'est. La semaine prochaine, et dans 2 semaines, on revient pour vous parler de Pluto. Évidemment, titre absolument cultissime qu'il faudra avoir lu dans 2 semaines. Voilà, c'est bon, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de nous avoir écoutés. En attendant, on se retrouve dimanche aussi avec le supplément. Encore un grand merci Nicolas. Merci à vous. Merci, ouais. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Salut.